J'ai demandé le divorce. Une pauvre femme ne sert à rien, après tout. Mon mari m'a soudainement choqué avec ces mots, qui plus est, alors que j'étais en voyage d'affaires. Non seulement il a demandé le divorce, mais il a aussi épousé sa maîtresse. De plus, mon mari m'a dit, « Toi, une personne pauvre, tu m'as épousé pour ma richesse, n'est-ce pas? Je ne me laisserai pas faire. » Renonce donc à toute prétention à la propriété, comme si je l'avais épousé pour son argent. Lorsque j'ai confronté mon mari indifférent, qui m'avait toujours traité comme une pauvre personne et m'avait méprisé depuis notre mariage, il a commencé à s'effondrer. Il a fini par sombrer dans une spirale infernale. Je m'appelle Karen, j'ai 35 ans. Mon père est décédé lorsque j'étais à l'école maternelle et depuis, ma mère nous a élevés, ma sœur et moi, toutes seules. J'étais reconnaissante à ma mère, mais au fond de moi, j'ai toujours souhaité avoir un père. Bien sûr, je ne voulais pas nécessairement un nouveau père, mais j'ai toujours rêvé de vivre heureuse avec mon mari, entourée d'enfants, même si je ne savais pas combien nous en aurions. La vie avec les seuls revenus de ma mère était loin d'être riche, mais nous étions heureux en tant que famille de 3 personnes. Cependant, la pauvreté dans laquelle j'ai grandi ne m'a jamais quittée, même lorsque j'ai commencé à travailler et à gagner un salaire décent, même lorsque j'étais célibataire. Je faisais mes courses au supermarché en privilégiant les articles à prix réduit et je m'approvisionnais pendant les soldes si les articles n'étaient pas périmés. Il n'était pas question de manger au restaurant, et pour les repas seuls, je n'achetais même pas de bento de supermarché. Pour les boissons, j'apportais du thé dans un thermos. Avant même de m'en rendre compte, économiser de l'argent était devenu pour moi un véritable hobby. J'ai épousé mon mari, John. Il y a 4 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance et nous nous sommes bien entendus. Contrairement à moi, qui ai grandi dans la pauvreté, John a été riche dès son plus jeune âge et nos points de vue sur l'argent et les valeurs étaient complètement différents. Cependant, j'ai été attirée par sa gentillesse et le nouveau monde qu'il m'a fait découvrir. Nous avons commencé à nous fréquenter peu après notre rencontre et, comme j'avais plus de 30 ans et que j'étais impatiente de me marier, nous nous sommes unis en moins d'1 an. Nous avons décidé d'emménager dans mon appartement, qui était proche de nos 2 lieux de résidence. Il s'agissait d'un appartement subventionné par l'entreprise, donc le loyer était assez bon marché, l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons choisi comme nouveau domicile. Après le mariage, j'ai continué à payer le loyer et John a participé aux autres dépenses. C'est ainsi que notre vie de couple a commencé. John avait une vision quelque peu traditionnelle des rôles des hommes et des femmes, estimant que les femmes devaient quitter leur emploi et s'occuper du foyer après le mariage et que les hommes devaient soutenir les femmes pendant qu'elles s'occupaient du ménage. À l'époque, avant notre mariage, il m'a suggéré de devenir femme au foyer, en me disant qu'il me soutiendrait. Il me voyait probablement comme une femme au foyer, douée pour la cuisine et le ménage, ce qui me rendait heureuse à ce moment-là. Je ne détestais pas les tâches ménagères, mais devenir une femme au foyer à temps plein n'était pas une option pour moi. Si je quittais mon emploi et devenais femme au foyer, nous devrions quitter cet appartement, car il est subventionné par l'entreprise. Déménager dans un appartement similaire augmenterait considérablement notre loyer et nos frais de déménagement. Honnêtement, le salaire de John n'était pas si élevé. Si nous avions des enfants, nos besoins financiers augmenteraient et je devrais inévitablement continuer à travailler. En réfléchissant à notre situation, j'ai décidé de gagner autant que possible pendant que je le pouvais, puisque je payais le loyer, j'ai estimé que je devais continuer à gagner de l'argent. J'ai subtilement évoqué ces points, y compris la nécessité de quitter l'appartement, lors d'une conversation avec mon mari, John. C'était sans doute la première fois que je le contredisais, et « Tu veux que je sois une femme au foyer ? Je m'occuperai de la maison, mais je peux continuer à travailler jusqu'à ce que nous ayons des enfants. Je veux économiser autant d'argent que possible pour l'instant. Tu veux dire que mon salaire n'est pas suffisant ? Ou tu veux juste plus d'argent à dépenser ?
Les enfants coûtent cher et je veux économiser pour cela. C'est mieux d'avoir plus d'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, votre revenu annuel est de 115 000 $. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, juste assez pour le loyer. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de se prélasser à la maison. D'accord, mais ne te relâche pas sur les tâches ménagères. Je continuerai à travailler jusqu'à ce que nous ayons des enfants. Bien sûr, je m'occuperai aussi de la maison. Bien que certaines parties me mettent mal à l'aise, j'ai réussi à le convaincre de me laisser continuer à travailler, mais avec le recul, cela aurait pu le contrarier. Concilier le travail et les tâches ménagères s'est avéré plus difficile que je ne le pensais. J'étais employée à temps plein, et non à temps partiel. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner, les boîtes repas pour nous deux, préparer le dîner et ranger la maison. En rentrant à la maison, je préparais le dîner, chauffais le bain et faisais la lessive. Honnêtement, nous n'avions pratiquement pas de temps pour notre couple et je commençais à me demander si c'était vraiment ce à quoi un mariage devait ressembler. D'un autre côté, John, qui se comportait comme un mari traditionnel, ne faisait absolument rien à la maison. Il devait voir à quel point j'étais occupée par les tâches ménagères, mais il se contentait de dîner, de boire de la bière et de se détendre lorsqu'il rentrait à la maison. Il prenait son bain seul dès qu'il était prêt, puis allait dans sa chambre. J'aurais aimé qu'il m'aide un peu, étant donné que je travaillais beaucoup, mais je ne pouvais rien dire, de peur qu'il me dise de quitter mon travail. Malgré son manque d'aide à la maison, j'espérais naïvement qu'il changerait une fois que nous aurions des enfants. Cependant, notre relation était devenue distante, ce qui rendait la perspective d'avoir des enfants peu probable. J'ai décidé d'en discuter avec John. Et, on devrait commencer à penser à avoir des enfants, non? Des enfants. Tu es plutôt énergique, alors que tu es fatigué par le travail et les tâches ménagères. Il ne s'agit pas de cela. Je veux avoir des enfants. Nous ne sommes pas mariés depuis longtemps. Ce n'est pas trop tôt pour avoir des enfants? Peut-être pour toi, mais j'ai déjà plus de 30 ans. Les femmes ont un temps limité pour avoir des enfants. Il est de plus en plus difficile de concevoir un enfant à mesure que je vieillis. C'est presque trop tard. Alors nous n'avons pas besoin d'enfants si nous en avons un. Tu t'attends à ce que je t'aide, n'est-ce pas? Tu sais que je suis occupée par mon travail, je ne vais pas t'aider à élever un enfant. Quoi? Déclarer que tu n'aideras pas à l'éducation des enfants avant même qu'ils soient nés, c'est étrange, n'est-ce pas? J'ai l'intention de les élever seuls, mais ne devrais-tu pas au moins avoir l'intention de m'aider? C'est aussi ton enfant. L'éducation des enfants est votre travail. Je travaille pour subvenir aux besoins de la famille, alors je ne t'aiderai certainement pas avec les enfants. Tu te plaindras simplement que je ne t'aide pas et que tu te débrouilles seul. Me faisant passer pour la méchante. Tu as dû être endoctriné avec la pauvreté et beaucoup d'enfants depuis ta naissance. Nous ne sommes pas pauvres. Nous n'avons pas besoin d'enfants. Fin de la discussion. John a brusquement mis fin à la conversation et est allé dans sa chambre. Resté seul dans le salon, j'étais submergée par les larmes. Non seulement mon souhait d'avoir des enfants avait été rejeté, mais on s'était également moqué de mon éducation. Après cet incident, notre relation s'est rapidement détériorée et nous ne nous parlions presque plus. Il n'y a pas eu d'enfants et nous n'avons pratiquement pas communiqué. Il était peut-être temps d'envisager le divorce. Pourtant, une faible image de mon mari autrefois aimable persistait dans mon esprit, me faisant souhaiter que nous puissions redevenir le couple heureux que nous étions auparavant. Depuis lors, je jonglais inlassablement avec mes responsabilités professionnelles et familiales. J'étais incroyablement occupée par diverses tâches. Finalement, j'ai pris en charge un projet important au travail, ce qui signifiait plus de voyages d'affaires et une plus grande distance avec John. Un jour, comme d'habitude, je lui ai parlé d'un voyage d'affaires à venir, mais sa réaction a été différente de toutes les autres fois.
Je serai en voyage d'affaires pendant une dizaine de jours à partir de demain. Prends soin de toi, c'est un autre voyage. Vous travaillez toujours dur, prenez soin de vous, même si vous devez être fatigué. Il a fait preuve d'une gentillesse inattendue, contrairement à son habitude moqueuse. Il m'a même dit, en souriant, « Attends-toi à une grande surprise à ton retour. » J'avais renoncé à lui et j'étais résolue à prendre une décision intérieure. Mais son sourire a ébranlé ma détermination. Notre anniversaire de mariage approchait et je me suis dit qu'il avait peut-être une surprise à me faire. Malgré tout, j'espérais qu'il avait changé d'avis. J'ai même envisagé de revoir ma position s'il avait vraiment changé. Cependant, mon faible espoir a été brisé par un incident majeur. Lorsque je suis rentrée chez moi 10 jours plus tard, j'ai été confrontée à une première surprise, la porte d'entrée ne s'ouvrait pas. La clé n'entrait pas. Alors que je me débattais, John a parlé de l'intérieur. Karen, c'est vrai, elle est surprise. C'est la première surprise. J'ai changé les serrures, donc ta clé ne fonctionnera plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? Ouvrir la porte? Pourquoi laisserais-je un étranger entrer chez moi? J'ai changé les serrures et, pour ton information, nous sommes divorcés. C'est la deuxième surprise. Une femme pauvre, c'est un divorce inutile. Je n'ai jamais signé de papier. Comment avez-vous pu faire ça? J'ai imité votre signature. Je l'ai soumise avec le nom d'un ami comme témoin. Donc vous êtes un étranger. Maintenant, c'est compris? Alors nous devons discuter du partage des biens, n'est-ce pas? Oui, le partage des biens. J'ai un document à vous faire signer. Je vous laisse entrer une dernière fois. John a finalement ouvert la porte à l'intérieur. Il y avait un document à signer dans lequel je renonçais à mes droits en matière de partage des biens. Je pensais que vous diriez, donnez-moi le partage des biens si vous voulez divorcer. Les pauvres comme vous m'ont probablement considéré comme une riche. Vous m'avez épousé pour ma richesse, je ne me laisserai pas faire. Alors brandissez vos droits sur les biens. Ce à quoi je n'avais jamais pensé, le partage des biens. Je n'avais même pas envisagé le divorce. Alors tu vas aussi brandir tes droits à la division des biens, n'est-ce pas? Combien de biens pensez-vous qu'une personne pauvre comme vous possède? Quelques milliers d'euros d'économie tout au plus. Je n'en ai pas besoin. J'ai plus de biens. Donc, si quelqu'un fait le partage, c'est moi qui vous donne de l'argent, et non l'inverse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, cela n'a pas d'importance. Modifions le document pour qu'il reflète la renonciation mutuelle aux droits de propriété et rendons-le public, ai-je rétorqué avec obstination. Ensuite, John a refait le document sur son ordinateur, décidant d'en faire un document public. Cependant, il faudrait attendre un certain temps avant de pouvoir le soumettre. J'ai décidé de faire mes valises et de quitter la maison pour le moment. Alors que je partais, il m'a méprisé jusqu'à la fin. Tu es pauvre. J'ai pensé à jeter tes affaires pendant ton voyage, mais tu n'avais presque rien, tu portais toujours les mêmes vêtements, c'est typique des pauvres. La raison pour laquelle mes affaires étaient peu nombreuses à ce moment-là faisait délibérément partie de mon plan. La seule chose inattendue a été que John a changé les serrures à mon insu. Quelques jours plus tard, comme prévu, John, paniqué, a appelé Karen. Que as-tu fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien fait. Pourquoi es-tu paniqué? J'ai beaucoup de questions. D'abord, on m'a dit de quitter l'appartement. Oh, vous y viviez encore. C'est interdit. C'est un nouveau mois. Vous êtes en infraction, en infraction. Mais c'est ma maison, ça va? Tu as oublié? C'était un appartement de fonction que je louais. J'étais le titulaire du bail, donc tu ne peux plus y vivre. C'est ridicule.
Comment as-tu pu faire ça? Je ne peux pas croire que tu ne savais pas. Ce n'est pas à moi qu'on doit reprocher de faire les choses par moi-même. Je ne t'ai pas dit que tu ne pouvais pas changer les serrures d'un appartement en location. C'est ma maison. Je peux changer les serrures si je veux. Tu n'as pas écouté? C'était mon appartement en location. Même si vous étiez le titulaire du bail, le propriétaire est le gestionnaire de l'appartement. Vous ne pouvez pas changer les serrures sans les en informer. C'est vrai? De plus, j'ai résilié le bail pendant que vous changiez les serrures. J'ai été autorisé à y vivre jusqu'à ce mois-ci. J'avais l'intention de revenir, mais maintenant vous avez modifié illégalement la propriété de quelqu'un d'autre, ce qui pourrait constituer un dommage criminel. Attendez, pourquoi l'avoir résilié si tôt? Dommage criminel, c'est pour ça que la police est à la porte d'entrée maintenant? J'ai trop peur pour l'ouvrir, mais j'ai répondu calmement, la police est donc venue. Ne vous inquiétez pas, ce n'est probablement pas pour violation de domicile ou dommage criminel. Il vaut mieux leur parler. Pourquoi? Je connais la police parce que je t'ai dénoncé pour avoir déposé toi-même les papiers du divorce. Il semble que vous ayez commis des délits tels que la falsification et l'utilisation frauduleuse d'un document privé. Les documents de divorce peuvent être déposés par une seule personne, mais seulement avec un accord mutuel et des signatures personnelles. Puisque John a imité ma signature et le témoin, il est évident qu'il s'agit d'un crime, mais il ne semblait pas conscient de sa culpabilité. J'ai continué à insister. Les documents de divorce que vous avez soumis ne sont donc pas valables et votre mariage avec Suzanne ne peut pas avoir lieu non plus. Comment savez-vous pour Suzanne? Vous pensiez que je ne savais rien? J'ai demandé à une agence de détectives privés d'enquêter sur votre liaison avec Suzanne. C'était une période chargée au travail et la coordination avec l'agence était difficile. En plus, tu as même organisé une grande cérémonie de mariage alors que j'étais soi-disant en voyage d'affaires. Tu vas bien? Ton voyage d'affaires était un mensonge. Oui, j'ai pris un congé, même si j'étais très occupée, pour faire des recherches et préparer des documents. Je savais que vous aviez ramené Suzanne à la maison. Il aurait été impossible de rassembler ces preuves tout en travaillant. Après que j'ai tout révélé, John est resté sans voix et a semblé très abattu, même au téléphone. Puis il m'a supplié, ne dis pas à Suzanne que je suis divorcée. Pourquoi le ferais-je? Il n'y a rien de tel à dire. Vraiment, merci. Vous avez mal compris quelque chose? Quand avez-vous divorcé? Ce faux papier de divorce n'est pas valide, tu te souviens? Donc légalement, tu es toujours mon mari, tu n'es pas divorcé. Quoi? Donc, puisque tu as commis l'adultère? Eh bien, légalement, mon mari, Suzanne, doit payer une compensation. J'ai envoyé la demande de réparation à sa maison hier par livraison express. Elle ne savait pas que vous étiez mariés à ce moment-là. Je ne peux pas retirer la demande à ce stade. Je savais déjà que Suzanne croyait que John était célibataire, mais j'ai délibérément envoyé la demande de réparation. Suzanne ne m'a pas encore contactée, elle n'a peut-être pas reçu la lettre. Elle devrait arriver bientôt. Devrais-tu être au téléphone avec moi alors que tu dois aussi t'occuper de la police? Vous êtes occupé. J'ignorerai la police. Je ne serai pas arrêté. Je vais maintenant chez Suzanne pour récupérer la lettre, avant qu'elle ou sa famille ne puissent l'accepter. Il a ensuite raccroché. Il est probablement allé directement chez Suzanne pour attendre le facteur à la porte d'entrée. Je savais que ce serait vain, car la lettre avait été envoyée en recommandé à Suzanne uniquement. Quelques heures plus tard, John, dépité, m'a appelé. Selon lui, il y a eu un incident à l'arrivée du facteur. Enfin, je vais prendre cette enveloppe. Qui êtes-vous? Vous n'habitez pas ici, n'est-ce pas? Je suis pratiquement un résident ici.
Comme je suis mariée, j'ai le droit de recevoir le courrier. Je vois, mais je ne peux pas vous donner cette enveloppe. C'est un courrier recommandé pour Suzanne. Seulement, quoi? Me la donner? Absolument pas. Si vous êtes si pressé, demandez la permission à Suzanne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh John, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Suzanne? C'est un courrier recommandé pour toi. Cet homme a insisté pour le prendre. Désolé pour le dérangement. Maintenant, je vais partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demande de réparation? John, vous étiez marié. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, c'est juste que c'est une ex-femme d'il y a longtemps. J'étais gênée de le dire, je suis divorcée. Je suis désolée d'avoir gardé le secret, mais c'est étrange, n'est-ce pas? Nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps. Et une demande de réparation. Si vous étiez divorcé avant que nous sortions ensemble, il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas? Mon ex-femme est folle. Peut-être qu'elle demande réparation par dépit parce que je me suis mariée. C'est l'excuse qu'il a donnée. Mais un tel mensonge a été rapidement démasqué. L'enveloppe contenait une lettre que j'avais écrite, ainsi que mes coordonnées, de sorte que Suzanne m'a appelé directement. Lors de cet appel, je lui ai parlé de la liaison, du divorce non valide et du fait qu'ils avaient célébré un mariage alors qu'il était encore marié avec moi. Bien qu'ils aient eu une cérémonie de mariage, ils n'avaient pas encore soumis l'enregistrement du mariage. John voulait le faire le jour de ton bon coup, et il était donc toujours en attente. Il a probablement retardé l'enregistrement du mariage parce qu'il ne savait pas si le divorce avait été prononcé. Après avoir été démasqué, John s'est enfui de la maison de Suzanne et m'a recontacté sans vergogne. Comme j'avais encore quelque chose à lui dire, nous avons convenu de nous rencontrer dans un café voisin. Dès que je suis arrivée, John m'a dit: Karen, s'il te plaît, retire la demande de réparation. Faisons comme si nous étions séparés depuis longtemps et officiellement divorcés. Maintenant, je peux m'excuser auprès de Suzanne d'avoir divorcé secrètement et peut-être le dissimuler. Tu penses que je suis désespérée de rester mariée avec toi? J'allais demander le divorce de toute façon. Mais comme tu m'as trompée, tu devras payer une réparation. Tu essaies juste de m'extorquer de l'argent, hein, typique des pauvres. Tu as un cœur si pauvre. Tu dis n'importe quoi. Selon ma réponse, tout peut changer. Il y a encore une option où nous ne divorçons pas. Si je dis non, tu ne peux pas le rejeter, ce qui veut dire que tu ne peux pas épouser Suzanne et que ton état civil sera dévoilé. Très bien, je paierai la réparation. Divorcez maintenant. Signez ici pour le partage des biens. Combien voulez-vous encore me prendre? La réparation devrait suffire. Rappelez-vous, nous étions d'accord pour renoncer à la division des biens, alors rendons ça officiel. D'accord, vous n'êtes pas aussi mauvais que je le pensais, merci. Nous sommes ensuite allés chez un notaire, avons établi un document public pour la réparation et le partage des biens, puis nous nous sommes rendus à l'hôtel de ville pour déposer les documents de divorce, finalisant ainsi notre divorce soulagé. J'ai échangé les derniers mots avec John, heureux que nous n'ayons pas à diviser les biens. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui en profite, d'ailleurs, est-ce que tu as des biens? Après m'avoir versé une réparation, Suzanne demandera également des dommages et intérêts. Elle a parlé de vous faire payer les frais du mariage. C'est impossible. J'épouse Suzanne. Elle ne peut pas prétendre que nous sommes divorcés maintenant, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour continuer à vivre dans un fantasme. Vous avez commis une fraude au mariage. Vous vous êtes mariés alors que vous étiez encore mariés. Tu crois que Suzanne croit encore que tu as fraudé le mariage? C'est ridicule. Suzanne me croira. Croyez-le, si vous voulez. Suzanne me l'a dit directement. De plus,
Les invités à votre mariage n'ont-ils pas été payés en tant qu'acteurs? Vous leur devez encore quelque chose. Vous le saviez. Je ne les ai pas encore payés. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous auriez pu prendre la division de la propriété et être mieux lotis. C'est ce que je voulais te dire. Même si nous avions divisé les biens, vous auriez bénéficié de plus d'avantages. De quoi parlez-vous? Pauvre femme, votre famille est pauvre et vous ne gagnez que 15 000 $ par an. C'est vrai, même si vous aviez une augmentation, ce serait à peine 20 000 $. Vous n'avez pas de biens. Vous n'arrêtez pas de me traiter de pauvre, alors j'ai pensé que vous vous trompiez. Oui, mon salaire est bien de 15 000 $, mais vous savez que je travaille pour une entreprise étrangère, n'est-ce pas? Il semble que vous ne vous intéressiez pas à moi, mais je suis devenu directeur de la branche américaine. Ce n'est pas 115 000 $ par an, mais par mois. 155 000 $ par mois. Cela fait donc un revenu annuel de 100 000 $. Vous n'êtes toujours pas doué pour les chiffres. Comment faites-vous pour garder un emploi? C'est 180 000 $ par an. 180 000 $, ce n'est pas possible. Bien sûr. Je n'ai pas eu l'occasion de dépenser une telle somme, alors j'ai économisé pour l'avenir. Les économies réalisées avant notre mariage ne font pas partie du partage des biens, mais il reste une somme considérable depuis notre mariage, et j'aurais donc pu en recevoir la moitié dans le cadre du partage des biens. Tu étais mon destin après tout. Je vais faire corriger les papiers du divorce, ça va? Après tout ce mépris, vous pensez que j'annulerais volontiers le divorce. Si tu as autant d'argent, tu n'as pas besoin de demander réparation, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une petite somme pour vous. Celui qui se moque d'un centime pleurera pour un centime. Cette réparation est pour l'angoisse mentale que vous m'avez causée. J'aimerais réclamer plus honnêtement et puisque nous avons officialisé la chose, veillez à la payer, même en plusieurs fois. Je serai sans le sou. Aussi, ne retournez pas dans cet appartement. Vos affaires auraient déjà dû être transférées chez vos parents. Tu pensais que j'avais peu d'affaires, mais c'est parce que j'avais déjà déménagé la plupart d'entre elles. Tu étais si indifférente à mon égard? Je ne peux pas avoir si peu. Je dois donc retourner chez mes parents. Ils ne savent encore rien, est-ce qu'ils me laissent leur expliquer? Ne dis rien. Je leur ai déjà tout dit. Il est juste d'expliquer pourquoi nous divorçons. Oh, et ton père a dit, ne franchis plus jamais le seuil de notre maison. Je n'ai donc nulle part où aller. Il s'est effondré et j'ai quitté le café. Plus tard, j'ai appris qu'il avait causé des problèmes au poste de police. Malgré mes conseils, il est retourné à l'appartement. Il est resté assis sans but dans l'appartement vide jusqu'à ce que le gérant appelle la police et qu'il soit emmené. Je ne sais pas si c'était pour entrave à l'exercice des fonctions publiques, pour violation de domicile ou pour falsification des documents de divorce. Finalement, ses parents ont pris ses responsabilités. Après m'avoir parlé et avoir appris l'existence de Suzanne, ils ont décidé de s'excuser et de verser des dommages et intérêts à la famille de Suzanne avant toute chose. Ils sont allés chez Suzanne pour s'excuser, s'agenouillant devant sa famille. Ils ont tout réglé sans porter plainte pour fraude au mariage, payant même les frais de mariage. Je m'attendais à ce qu'ils intentent un procès et j'ai été déçu qu'ils ne le fassent pas. J'ai donc décidé d'intenter une action en justice contre lui pour avoir falsifié les documents du divorce. John a proposé un règlement, mais je n'ai pas retiré ma plainte. Je ne voulais pas qu'il pense que tout pouvait être résolu avec de l'argent. Je voulais qu'il soit condamné et qu'il comprenne la gravité de ses actes. Même si cela a coûté du temps et de l'argent, j'ai tout laissé à mon avocat, de sorte que cela n'a pas été trop lourd pour moi. Même si cela a pris du temps. JN, exposé pour ses actions et la fraude au mariage dans son entreprise, ne pouvait plus y rester. Après avoir été détenu par la police et s'être absenté sans permission, il a finalement été licencié.
Il a fini par vivre chez ses parents, travaillant toute la journée dans l'entreprise de construction d'un parent. Son père lui a pris tous ses gains, le laissant sans aucun revenu. Je pensais que ses parents ne l'abandonneraient pas, mais ils ont été plus sévères que je ne le pensais. Ils ont payé ma réparation et l'indemnité de Suzanne, prévoyant de le faire travailler comme un cheval jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Il vivait dans un endroit semblable à un hangar, sans électricité, et ne recevait que 5 $ par jour pour la nourriture, déduit de son salaire. Il prévoit de le renier et de le mettre à la porte une fois qu'il aura tout remboursé. Un destin difficile. Après des années de dur labeur, on m'a proposé un poste au siège social à l'étranger, et j'ai donc déménagé. Une fois le divorce prononcé, j'ai craint que John ne vienne me demander de l'aide ou qu'il ne nourrisse du ressentiment, mais le fait d'avoir déménagé à l'étranger a apaisé ses craintes. Je pensais que le travail serait mon partenaire pendant un certain temps, mais j'ai rapidement trouvé une nouvelle relation. Je sors maintenant avec un cadre étranger de notre siège social et je suis enceinte, j'ai l'intention de me marier bientôt. Je lui ai tout dit sur mon passé et mon ex-mari et il est compréhensif. Je vais prendre un congé de maternité et j'envisage de reprendre le travail plus tard. Soutenu par lui, il est enthousiaste à l'idée de prendre un congé de paternité et d'assumer la coparentalité, ce qui témoigne d'une perspective culturelle différente. Après avoir été tourmentée par mon ex-mari, j'ai enfin l'impression d'accéder au vrai bonheur et d'avoir confiance dans la construction de la famille heureuse dont j'ai toujours rêvé. Nombreux sont ceux qui souffrent de l'égoïsme de leur conjoint. Si le divorce n'est pas toujours le bon choix, le silence n'est pas une vertu. Il est important de savoir que des discussions honnêtes peuvent mener à des résolutions et que le divorce est parfois une option nécessaire.